La liberté de la presse ne se négocie pas. La liberté de la presse, c'est un combat de longue haleine où il faut de la volonté, où il ne faut pas regarder ce qui peut arriver demain ou après-demain. Beaucoup sont allés en exil, mais la majorité sont au pays, même comme certains, aujourd'hui, ont pratiquement troqué leurs plumes, leurs micros, contre quelques primes. Ils sont donc devenus aujourd'hui les agents de l'État. Ils ne sont plus là pour faire leur travail du quatrième pouvoir, celui des médias, celui des journalistes. Bien au contraire, le journaliste qui est le quatrième pouvoir aujourd'hui est tout content de dire qu'il a la remorque du pouvoir, c'est-à-dire le chef de l'État. Et généralement, ces journalistes-là, parce qu'ils sont eux aussi dans ce qu'on peut dire en gants, ou alors ce qu'on peut dire la mafia, ils défendent bec et ongle leurs patrons qui sont généralement soit des assassins, soit des détourneurs de deniers publics. Vous avez pu constater un débat qui a surgi concernant le parrainage de la 53e promotion de l'ESTIC. Une promotion qui, par une sorte d'élection labyrinthique dont personne n'est au courant, une consultation imaginaire, eh bien, a abouti à un résultat, à savoir que cette promotion-là devait porter le nom de Jean-Pierre Amougou Belinga. Bien évidemment, ceci a fait rebondir des journalistes qui se battent depuis, et particulièrement Aman Mana, qui a fait un papier incendiaire. Dans la forme et dans le fond, un vrai délice. C'est un confrère qui a toujours su dire des choses telles qu'elles sont, sans prendre de gants. Et bien sûr, ce papier d'Aman Mana a interpellé non seulement les autorités, mais pratiquement, ça fait que ça devienne comme une boule de neige et que finalement la directrice de l'ESTIC fasse marche arrière de ne plus honorer son cher Jean-Pierre Amougou Belinga. Donc, l'envoyé spécial qu'il avait envoyé à l'ESTIC et qui était parti aussi là-bas avec quelques primes, corrompre certains de ses camarades pour qu'il puisse dire que oui, c'est lui qui doit désormais être l'exemple, le parent des journalistes camerounais. Eh bien, Daffy Duck, après cet échec, a donc décidé de quitter l'ESTIC en disant que cette fois-ci, il partait plutôt dans l'établissement de son cher patron par solidarité, l'ISAM. Bien évidemment, il a trouvé que l'ESTIC, qui était une école de l'État, ne répondait plus à ces critères. Il fallait bien de l'objectivité en allant maintenant à l'ISAM. L'ISAM, cependant, vous le savez, c'est une école qui a été construite avec des fonds détournés de la ligne 94 et 65. C'est donc pour dire que cette école, même ceux qui devraient sortir de là, devrait être tout simplement baptisée promotion Dalton. Oui, parce que c'est un gang de Dalton
Amougou Belinga et compagnie, avec son Daffy Duck, ils fonctionnent comme des chefs d'Alton. Et ils se soutiennent. Et ils essaient de convaincre toute la société que c'est eux qui sont les meilleurs. Parce qu'il faut récompenser celui qui vole beaucoup, celui qui pille les caisses de l'État, la loi du plus fort, celui qui, bien évidemment, peut enfermer des journalistes. Comment peut-on comprendre que celui qui veut parrainer les journalistes soit celui-là qui soit le premier à jeter plusieurs fois des journalistes en prison? On a vu les David Eboutou avec Patrick Sapa, avec Sapak. On a bien évidemment aussi vu Jean-Gilbert Baoula, sans oublier, par exemple, c'est lui-même qui était le chef des chaînes, le directeur, autant pour moi, Obama, qui s'est retrouvé à 2 pas de la prison. 2 pas. Alors qu'il défendait son patron, bec et ongle, lui également. Aujourd'hui, ils sont pratiquement à couteau tiré. Comment comprendre que celui qui veut porter, qui veut parrainer l'école de journalisme au Cameroun, soit celui-là qui se bat avec ses propres frères, tel que le patron de Info TV, qu'il a d'ailleurs cherché par tous les moyens à enlever au niveau du satellite, sans pour autant oublier qu'il est aujourd'hui en train de poursuivre un autre homme qui a travaillé avec lui. Qui était avec lui? Jacques Blaise Mvier. Comment comprendre que celui qui veut porter peut-être son nom comme celui-là ayant parrainé des journalistes, qu'il ait humilié pratiquement tous ses collaborateurs, ceux qui ont été avec lui. Ils ont été chassés sans être dédommagés, sans préavis, ni rien. On les a mis dehors et beaucoup, parfois même, lisaient pratiquement leur licenciement comme Jean-Jacques Zé. C'est celui-là donc qu'on voulait qu'il portât ainsi son nom sur cette école de journalisme. Bien évidemment, je ne suis pas de ceux-là qui défendent tout simplement que Jean-Pierre Amougou Belinga ne devrait pas porter ce nom, enfin, la promotion ne devrait pas porter ce nom parce que peut-être il n'a pas fait une grande école de journalisme lui-même, parce que lui-même aussi n'a pas été à l'ESTIC, mais non. Il pourrait bien porter ce nom s'il méritait cela, s'il défendait le 4e pouvoir, s'il défendait les valeurs des droits de l'homme, s'il défendait la déontologie. Or, aujourd'hui, on sait très bien que sa chaîne, alors ce sont tous ces médias qui ont pour ligne éditoriale de fusiller ceux qui sont contre lui, puisque lui-même, il traite ces journalistes comme des chiens. D'ailleurs, il n'avait pas manqué de les lâcher derrière le délégué général à la Sûreté nationale qui fut pourtant son ami. Alors, on ne pourrait donc pas comprendre comment est-ce qu'il pourrait le faire dans la mesure où c'est pratiquement l'inverse du journalisme, c'est l'anti-journalisme, c'est l'ennemi des journalistes. La preuve, c'est que s'il y a des gens qui sont morts dans une chaîne, dans des conditions terribles, c'est bien à Vision 4. Il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y a jamais eu de déclaration. Il n'y a jamais eu d'autopsie. Et s'il y a un homme qui utilise les médias comme couverture pour voler, il n'en existe pas plus fort que Jean-Pierre Amougou Belinga. Et ce qui est beaucoup plus
surprenant, c'est que au moment où cela se passe avec son Daffy Duck, puisqu'il partage beaucoup de choses avec lui, beaucoup de secrets, comme la mort de Brian Fombor, ou encore, puisqu'ils ont la même femme, Ivanès Somba, et d'ailleurs, pendant que le cher Jean-Pierre Amougou envoyait son épouse à Douala, et reprenait encore celle-là même qui faisait semblant d'avoir viré, à savoir Ivanès Somba, pour lui demander, et viens me retrouver au niveau de mes meublés, des appartements meublés. Daffy Duck était bien furieux, et quand elle est rentrée, elle s'était filmée devant la télé pour montrer qu'elle aimait tellement Daffy Duck. Ce n'est donc pas le journalisme de partout ce qu'on va défendre. Ce n'est donc pas le journalisme du vol, du braquage qu'on va défendre. Ce n'est pas cette qualité qui devrait porter, bien évidemment, ce respect-là. Ce n'est pas possible. Et il y a des gens qui méritent de parrainer l'école de journalisme. Je pense, par exemple, à un monsieur comme Pius Ndiaye. Pius Ndiaye n'a pas eu besoin d'aller à l'école de journalisme. Pius Ndiaye a commencé en 1972, à 22 ans. Il s'est formé dans l'OTA et il a réussi à remporter des prix internationaux partout, y compris à Berlin, le dernier prix en 1993. Ou bien évidemment, il avait été élu Plume d'Or. Voilà quelqu'un qui, sur le plan africain, sur le plan mondial, était connu. Celui-là mériterait de porter donc, ou alors des promotions sortant de l'école de journalisme, mériterait au moins de se prévaloir d'être de cette promotion. Pius Ndiaye. Pius Ndiaye, c'est un autodidacte, mais c'est quelqu'un qui, bien évidemment, a rempli toutes les conditions d'être un bon journaliste. Un bon journaliste et un bon patron des médias doit savoir d'abord défendre la liberté de presse et non la confisquer et non chercher à tuer ceux qui parlent. Non. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le journalisme qui est le 4e pouvoir au Cameroun et qui a la remorque du pouvoir n'est pas du journalisme. Le journalisme puise ses sources et surtout sa notoriété, ses valeurs, chez même quelqu'un qui n'a pas fait une école de journalisme. Émile Zola. Émile Zola est celui-là qui a participé à l'éclosion du journalisme et de la liberté d'expression. C'est celui-là qui, en 1868, a obtenu la libéralisation de l'information, de la communication. Émile Zola travaillait dans des petites usines comme Pius Ndiaye qui distribuait des journaux à l'époque. Mais Émile Zola était un défenseur des droits de l'homme, puisque d'ailleurs, il pouvait affronter des hommes du pouvoir. Jamais il ne disait que je suis là pour son excellence Paul Biya. Mais bien au contraire, il combattait Félix Faure, qui était président en France. Et d'ailleurs, il deviendra président de la Ligue des droits de l'homme en juin 1898. Et puis, c'est lui qui va écrire la fameuse lettre « J'accuse ». Chacun connaît cette formule. En réalité, Émile Zola, qui a appris le journalisme dans le tas parce qu'il était tout simplement dans une librairie, avait fini par sa culture à s'imposer dans toute la presse française et tenait des chroniques, des rubriques qui étaient lues chaque matin par toute la France. Et ce jour-là, il avait décidé de publier une lettre
à Félix Faure. Mais finalement, on avait changé à la dernière minute pour dire « j'accuse ». Émile Zola fut d'ailleurs condamné le 18 juillet 1898 à 6 mois de prison, 3000 francs d'amende. Et puis, il prit le chemin de l'exil. Émile Zola est devenu un vrai symbole. Et quand on va dans une école de journalisme, on le respecte à travers le monde entier. Et d'ailleurs, il s'attaquait à tous les forts. Et c'est pour cela d'ailleurs que je n'ai pas peur, puisque je connais comment est-ce qu'il est mort. Il a été piégé, il a été bien évidemment tué, étant dans une maison où on était venu mettre du gaz toxique avec sa femme. Sa femme a survécu, il est mort. Mais ces idées ne sont pas mortes, il est resté dans l'histoire. Et c'est ça que la presse devrait savoir qu'en ces temps où nous sommes dans le totalitarisme, ceux qui prétendent dire qu'ils soutiennent un dictateur, un sanguinaire, un homme qui vole des élections comme Paul Biya, ils ne sont pas des journalistes, ils ne doivent pas avoir une carte de presse, ils ne doivent pas dire que parce que je suis sorti de l'ESTIC, je suis journaliste. Sortir d'une école de journalisme ne fait pas de vous un journaliste. Tout comme posséder un média ne fait pas de vous un défenseur de la liberté d'expression, ou encore ne fait pas de vous un journaliste. Jean-Pierre Amouk-Bellinga ne peut donc pas être un exemple. D'aucuns ont voulu dire que oui, cette promotion-là allait trouver du travail parce qu'il allait le recruter. Mais il se trompe, puisque vous savez très très bien que son ami, lui Paul Motazé, qui a tout financé et qui est venu acheter avec l'argent du contribuable camerounais ce qu'on appelle le Télésud, eh bien, n'a pas fait travailler les Camerounais. À l'Assemblée, devant les élus, il disait, soyez contents parce que c'est là. Voilà, quand ils viennent acheter chez nous les Blancs, voilà, vous dites ceci, mais maintenant c'est un Noir qui va acheter chez les Blancs. En réalité, c'était faux, puisque Télésud était bien une propriété d'un Camerounais, Constant Nemaleu. Et bien sûr, ils ont jonglé pour essayer d'arriver à prendre Télésud et nous faisant croire que c'était une télévision de blanc. Constant Nemaleu est bel et bien camerounais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous dire que Jean-Pierre Amouk-Bellinga allait employer des gens, combien de journalistes camerounais en exil sont ici? Combien d'autres sont sortis des écoles de journalisme, mais qui sont obligés de devenir vigiles, qui sont obligés de se reconvertir à d'autres petits métiers? Parce que sur des journalistes sortant des écoles ici, maximum 5 sont recrutés et peuvent espérer devenir journalistes. Les 95% se reconvertissent à d'autres métiers. Alors ces Africains et ces Camerounais qui sont ici, qui ont étudié ici, qui ne sont même pas contre le régime Biya, pourquoi Jean-Pierre Amouk-Bellinga ne les a donc pas recrutés à Télésud? Vous dites qu'il allait les recruter là-bas, seulement dans ces médias, ceux qui sortaient de l'Esti. Comme nous le disons, que ce soit ici ou ailleurs, il n'a jamais été ça. Vous savez, Télésud est dirigé par une femme qu'on appelle, qu'on vous a présentée, et ils étaient contents que c'était une blanche ou métisse. Valérie Garec. Vous savez? Où est-ce qu'on est parti la ramasser? Vous avez déjà vu son CV? Quand vous regardez les réseaux sociaux, quelle est cette directrice des médias qui n'est pas connue, ne serait-ce que sur Google, sur Wikipédia? Où est-ce que Amouk-Bellinga et ces gens-là sont partis la ramasser? Elle était secrétaire dans une... Secrétaire, je dis bien secrétaire. Elle n'a jamais fait, elle n'a jamais été dans une entreprise de journalisme. On a laissé des Camerounais pour aller la prendre et venir avec elle là où elle est beaucoup payée.
Et d'ailleurs, je vais vous lire les noms de ceux qui sont dans cette chaîne de télévision. Comme je vous ai dit qu'elle travaillait à Nactasis. Et je vais vous demander si vous connaissez le nom d'un Camerounais ou d'un Africain, parce qu'elle était dans le groupe BCPE, de la Caisse d'épargne. Donc, c'est ça, hein? On vous a présenté dans les médias dans Mouvelinga, wow, grande journaliste, talentueux, c'est ceci et cela. Mais attendez, quand vous tapez mon nom là, n'est-ce pas que vous voyez là où je suis? N'est-ce pas que vous me voyez? Donc c'est seulement dans des chaînes financées par des Camerounais que Mouvelinga va recruter des gens qui ne sont pas. Suivez leur nom. Et les présentateurs. Bon, il y a Laurent Lélé, présentateur Défi Woman, entretien du jour. Bon, vous entendez? Hicham Ben Yaïch, c'est un nom camerounais? Bon, ou peut-être africain. Bon. Bernard Volker, que vous avez vu là, avec mon le consort et tout ça. Vous savez combien est-ce qu'il gagne? 15 000 euros. Mathieu Nicolas, celui qui présente le magazine des sports. Je vous dis bien que je suis journaliste sportif et il y a trop de journalistes qui peuvent présenter le sport ici. Que ce soit ivoirien ou même machin et tout. C'est l'argent des Camerounais qui part comme ça. Hein. Laura Le Sieur, c'est elle qui présente les gens de l'Edis. Et puis, d'ailleurs, tous les invités et toutes les invitées, ce sont des blancs, hein, parce qu'il ne faut même pas... il y a, comment est-ce qu'on appelle là? Vincent Hervouet. Vous connaissez, c'est lui qui présente le Nouveau Monde. Ça, c'est les anciens, les retraités de TF1 et consorts. Elisabeth Boutellier. Stanislas Kila. Mais, voilà des noms. Fabien Guez. Et l'une des plus grandes consultantes là-bas, c'est Elisabeth Moreno. Mais attendez. Et on vous dit que c'est une chaîne qui est financée par l'État camerounais à hauteur de milliards. Voilà donc comment est-ce que ces gens procèdent pour essayer de vous tromper. Vous avez actuellement une autre chaîne qu'on appelle Africa 24. C'est toujours le même Constant de Malheur qui est parti acheter cette chaîne-là. Avant, qui est parti fonder cette chaîne-là comme Télésud. Parce que ça permet que l'argent sorte des caisses de l'État à travers la ligne 94 et la ligne 65. Donc, c'est le blanchiment d'argent. Et ils arrivent. Une chaîne qui était financée par la Guinée équatoriale, par le Tchad, par le Togo, par le Congo. L'État du Cameroun arrive en 2019. Nous sommes exactement au mois de juin. La chaîne est déjà tombée. Et la chaîne est mise en liquidation. Parce que les gars, ils ont un plan d'aller récupérer cela. Et quand ils vont, en ce temps, ils vont toujours avec le même malheur qui fait semblant ne plus être là, mais qui est toujours là. Ils vont prendre cette chaîne-là. L'État du Cameroun devient actionnaire principal et le seul. Et l'État du Cameroun, tenez-vous tranquille, a réussi à nous dire que ils vont financer cela pour les publics, reportages, pour l'image du Cameroun, pour ceci et cela. Bon, ils vont donc donner chaque année 3 200 000 euros. Je ne parle pas CFA. Hein. Mais sauf que sur des livres comptables, on va se rendre compte. Ils vont plutôt, ça apparaît seulement que c'est 1 400 000 euros. Et après le deuxième mois, on va voir que c'est 2 300 000 euros. Et puis la troisième année, on va voir que c'est 2 800 000 euros. Et après, en 2022, il n'y a plus rien.
Les journalistes qui étaient là-bas, ils sont en train de partir et tout, même où la chaîne était à son clou, ils n'étaient même plus capables de payer le loyer. Pendant ce temps, l'argent sort. Et qui fait ces manœuvres? Eh bien, c'est Mbondayolo. Le même Mbondayolo qui est avec Amgoubelinga. On sort de l'argent, on dit qu'on est en train d'envoyer à Paris pour la chaîne que le Cameroun est en train de contrôler, mais cet argent n'arrive pas. Finalement, on va se retrouver que au moins il y a 40 millions d'euros. 40 millions d'euros qui ont été sortis pour cette chaîne-là. Une chaîne qui n'existe pas. Une chaîne qui ne fait rien. Une chaîne où il reste peut-être 14 techniciens parce que tout le monde est parti. Ceux qui étaient là-bas, d'ailleurs, on ne prenait que des présentatrices qui étaient des stagiaires. Une chaîne aujourd'hui qui est dans un endroit où on ne sait pas ce qui se passe, qui est toujours en train de faire. Ils sont, pendant ce temps, l'État du Cameroun sort de l'argent. Mbondayolo sort de l'argent. Et il détourne ça avec Babouké. Voilà comment est-ce que cette mafia fonctionne à travers une affaire de médias. Et nous sommes là, en train d'applaudir. Wow! Et ils sont en train de faire de merveilleuses choses. Ils sont en train de faire cela. Là encore, selon ce qu'on est en train de constater, à la fin de ce mois, ces mêmes gars, enfin, à la fin de l'année, les journalistes étaient en train de faire grève parce qu'ils n'avaient pas de salaire. L'argent qui avait été débloqué, ils ont mis ça dans leur propre compte privé. Ils se partagent. Mais ils disent à Biya que non, vraiment, cette chaîne, elle est merveilleuse, elle est à Paris, on la voit et tout. Lui aussi, il est content que voilà, maintenant, il a déjà la télévision au pays des Blancs. Nous sommes là, dans une mafia où, pendant qu'on croit qu'on est toujours, et d'ailleurs, même la police judiciaire a eu à saisir certains comptes par rapport à Nemale, parce que à la fois, on avait Afrimédia, après maintenant, ils transforment ça en A-Média. L'argent part de là-bas, va dans des paradis fiscaux, bifurque dans des holdings au Luxembourg. Ça tourne. Tu ne sais plus là où c'est pas. Même la France est dépassée par la façon que l'État du Cameroun utilise les médias pour blanchir son argent. Aujourd'hui encore, on se retrouve, et ça peut-être vous n'avez pas remarqué, que Mbondayolo a créé une autre chaîne, qui est PRC-TV. Il dit que c'est pour faire maintenant la promotion des œuvres de Paul Biya. Ça émet de 8h à 18h. Et ça prend quel contenu? Le contenu de la CRTV. Vous avez la CRTV qui est un média d'État, qui a coûté si cher. Et vous repartez créer une chaîne que c'est ça qui est pour Paul Biya. Donc la CRTV, c'est pour qui? Vous avez dit à France 24, Africa 24. Pas France 24, hein, ils ont voulu seulement tricher. Comme ils ont vu France 24, ils sont aussi partis créer Africa 24. Vous avez Télésur, où vous employez des gens qui ne sont même pas camerounais juste pour faire le blanchiment. Et vous repartez créer d'autres. En ce moment où nous avons besoin au moins de respirer. Nos familles qui sont au Cameroun, vous qui êtes là-bas, vous savez comment c'est difficile. Comment ils peuvent dilapider de l'argent comme ça. Et le comble donc, c'est que nous sommes devant un scandale. Vous n'allez pas voir qu'ils vont faire un vrai traitement de l'information, qu'on va dire que lui, Paul Montazé, a volé. Lui, Paul Montazé vole avec Jean-Pierre Mboubelinga et Mbondayolo. Il faut être clair là-dessus. Mais vous allez voir qu'on cherche plutôt à poursuivre les journalistes qui dénoncent. Mboubelinga et Vision 4, leur objectif, c'est de combattre des journalistes qui dénoncent. Tel est le cas de Jacques Blaise Mbié, de la Nouvelle Presse. Jacques Blaise Mbié a sorti, après une enquête de Martinez Zogo, un numéro spécial où il détaille comment Jean-Pierre Mboubelinga a volé de l'argent à travers 3 lignes. C'est clair, c'est détaillé, c'est argumenté, c'est avec pièce de conviction.
Et avant de le faire, Jacques Blaise Mvié a envoyé une demande d'information, comme ça se doit au niveau du journalisme, à Jean-Pierre Amougou Belinga. Il n'a pas répondu. Jacques Blaise Mvié publie son article. Et qu'est-ce qu'on voit? Une convocation, même pas une, deux convocations contre Jacques Blaise Mvié et un de ses rédacteurs. Et ils sont attendus à la porte 10 de la police judiciaire à Yaoundé, le mercredi 18 janvier 2023. Ma foi, vous vous rendez compte? Jean-Pierre Amougou Belinga, on dit qu'il a volé et tout le monde a vu, puisqu'il n'a hérité de personne. Il n'a pas payé ses impôts. Et c'est lui qui aujourd'hui convoque des gens. Un procureur ne peut même pas le convoquer pour l'interroger. Non. Puisque Jean-Pierre Amougou Belinga fait tout, manipule la justice grâce à Laurent Esso et a utilisé les médias pour faire le chantage aux gens. Lorsque vous regardez ce qui est fait dans cette convocation, c'est là où vous comprenez que notre pays est en danger. Parce que vous allez quand même voir que c'est le procureur de la République qui va convoquer Jacques Blaise Mvié. Et ce procureur de la République s'appelle N'Tcham N'Tcham. C'est lui qui envoie, justement, qui charge un autre commissaire que bon, allez, lance-toi dans l'affaire. Moïse et Mané Mané. Ce qui est grave, et que vous allez peut-être croire que non, c'est normal, voilà, c'est la diffamation et tout ça, et tout. Mais c'est quelle diffamation? C'est quelle diffamation? C'est que ces gars-là, ils marchent par la tête et ils piétinent la loi. Et il y a la loi de 1990 sur 1990. Elle a été votée à l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est une loi spéciale sur la communication sociale qui dit qu'en matière de délit de presse, bien évidemment, il y a une contre-notification et il y a un délai de 5 jours. Et autre cas, il faut savoir que du moment où le journaliste t'a adressé une demande d'information et tu n'as pas répondu, il a le droit de publier parce que c'est toi qui as refusé de te justifier. À partir de là, la seule chose que tu peux faire après publication, c'est droit de réponse. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les États au monde. Or, qu'est-ce que Amougou Belinga a fait? Dès qu'il a vu qu'on est en train de révéler tout ce qu'il a fait, que les gens sont en train de regarder à gauche et à droite et qu'ils découvrent que tous les marchés presque du Cameroun, de la ligne 94, de la ligne 65, tout ça, lui, que c'est à lui. Il court voir Laurent Esso. Lundi. Ils font une réunion parce que, non, mardi. Parce que le journal sort lundi. Laurent Esso lui dit, ok, puisque Jacques Blaise Mvié lui-même a déjà sorti des articles incendiaires sur moi, on va régler son compte. C'est Laurent Esso qui appelle le procureur N'Tcham et demande à Amougou Belinga d'aller le voir en se procurant 5 numéros. Et ils font également un complot que Amougou ne doit pas, c'est-à-dire que N'Tcham N'Tcham, qui est un gars du côté d'Ambam, là-bas, il y a un Toumou, qu'il ne doit pas faire que cette enquête aille entre les mains de n'importe quel commissaire. Il faut plutôt aller donner à celui qu'Amougou Belinga connaît très très bien. Celui-là, non seulement il est l'ami de sa femme, mais c'est aussi celui-là qui était chef de troupe lorsque Amougou Belinga avait 13 policiers. C'est lui qui faisait la ronde. Vous vous rendez compte que quelqu'un vole dans les caisses de l'État?
Mais la police camerounaise a donné à Amougou Belinga 13 policiers. 13 policiers. Et celui qui convoque maintenant Jacques Blaise Mvier, et celui qui coordonnait ces 13 policiers, c'est lui qui avait donné ça à Jacques Blaise Mvier, à Jean-Pierre Amougou Belinga. Les 13 policiers ont été enlevés par Mbargangele. Mais entre-temps, ce monsieur, comme il est très coté, c'est-à-dire que Emmanuel Moïse, le commissaire, d'ailleurs, il a porté commissaire divisionnaire l'année dernière. Pourquoi est-ce qu'il a porté? Parce que justement, il a un petit raccourci, à savoir que, bon, voilà, il est non seulement ce qu'on peut dire proche de quelqu'un qu'on appelle Nyonyon Maurice, qui est aussi le beau-frère du délégué général à la Sûreté nationale. Et c'est donc pour ça qu'il a pris ce poste où il s'occupe maintenant des enquêtes. Donc, voilà, monsieur, que normalement, on devait mettre au garage, à savoir Emmanuel Moïse. Et c'est lui qui se retrouve maintenant en train de convoquer Jacques Blaise Mvier. Et il a été décidé que dès que Jacques Blaise Mvier va se présenter à 10 heures, à midi, il sera à Kondengui. Selon les informations sûres, claires, nettes, précises. Voilà donc notre justice. Voilà donc ce que Laurent Esso fait. Vous vous rendez compte que Laurent Esso a quand même eu à nommer Jean-Pierre Amougou Belinga à la Nord. La Nord, c'est-à-dire que là, il n'y a que les représentants des ministres, des ministères. Jean-Pierre Amougou Belinga n'a jamais travaillé dans un ministère, mais il a été là-bas. Vous savez quand même qu'il y a au moins 50 dossiers qui traînent. Parce que ça a été non seulement validé par le CONAC, tous les enquêteurs ont vu les détournements, que ce soit à Campost, que ce soit encore même, comme on appelle la ligne 94, la ligne 65, la ligne 57. Mais dès que tu veux commencer, Laurent Esso dit stop sur Amougou Belinga. Mais Amougou Belinga va maintenant demander qu'on doit arrêter Jacques Blaise Mvier. Mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes donc dans un état où c'est le bandit qui poursuit le policier, ou alors, non, laissons même les policiers, les gendarmes, parce qu'aujourd'hui, les policiers, c'est une catastrophe. Je conseillerais, bien évidemment, à mon confrère Jacques Blaise Mvier, tout en le félicitant pour cette enquête méticuleuse et fouillée, tout en le félicitant pour ce courage de ne pas se présenter là-bas. Ne te présente pas, tu iras à Kondengui. Le temps pour toi de te débattre et tout, ils vont te tuer là-bas. Je suis venu ici, même comme ils sont en train de me persécuter, mais tu sais très bien pourquoi est-ce que je suis venu ici. Parce que, bien évidemment, il m'était déjà interdit d'exercer la profession de journaliste au Cameroun. Je sais que ton temps est en train d'arriver. Je sais aussi les plans machiavéliques qu'ils ont déjà faits pour essayer de te descendre physiquement. Tout comme Martinez Zogo, dont j'ai révélé d'ailleurs qu'il y avait un certain danger, qui était en train de le calculer pour essayer tout simplement de l'éliminer quelque part dans un coin de la rue. Faire du journalisme, c'est savoir aussi accepter les sacrifices. Mais cependant, tout comme je le dis, sachez que vous qui êtes policier et qui acceptez l'argent de Jean-Pierre Amougou Belinga, un beau jour, vous allez aussi vous retrouver à Kondengui. Combien de policiers sont là-bas? Combien? Posez-vous ces questions. Quand on vous met à la police judiciaire, ce n'est pas pour devenir milliardaire. Ceux qui ont toujours voulu vite devenir milliardaires, ces grands commissaires qui
qui sont naguère, ils sont actuellement en train de vivre dans la misère à la prison de Kondengui.